merci d'avoir accepté l'invitation. Et bon, Philippe Baubert n'a pas besoin vraiment de présentation. Un peu plus que 30 ans, a produit à peu près une quarantaine de films. Et c'est sûrement le producteur, le rapport film produit et prix gagné, c'est sûrement numéro 1 dans l'histoire du cinéma. Et il a commencé en produisant la série télévisée de Lars von Trier, The Kingdom, et puis Breaking the Waves, Grand Prix au Festival de Cannes en 1996. Et puis il a commencé à collaborer au Festival de Sarajevo en 1996 et à soigner la programmation entre 1996 et 1998. Et puis il a créé les nouvelles sections du festival New Currents and New Currents Shorts pour soutenir les œuvres expérimentales. Et il continue à être membre du board du festival de Sarajevo. Et puis il a produit Triangle of Sadness et The Square, donc les deux films de Östlund qui ont gagné cette année et en 2017 la Palme d'Or. Et la liste de prix que les films qu'il a produits ont obtenu à Cannes, à Venise et à Berlin est vraiment impressionnante. C'est une belle page. Et encore, il faut dire qu'il a eu de longues relations de travail avec de metteurs en scène comme Roy Andersson, comme Jessica Hausner, comme Carlos Regadas, comme Ulrich Seidl. Et encore, il faut ajouter qu'une chose vraiment très rare dans une activité de production comme celle de Co-Production Office, Philippe Baubert a aussi commencé à s'occuper d'histoire du cinéma. Il a pris les catalogues de films de Rossellini que nous, Cineteca Nazionale, nous avons restaurés et que Istituto Luce voulait commercialiser, et Co-Production Office a fait le travail de mise en valeur internationale avec un énorme succès. Les films de Rossellini ont vécu une nouvelle vie, ou peut-être aussi une première vie pour une partie importante du public. Et encore, cette année à Cannes, Co-Production Office avait non seulement les films d'Östlund qui a gagné la Palme, mais aussi en classique, il y avait Suzu River, les classiques du cinéma chinois de Lu Li, restaurés en 4K, chose assez rare pour le cinéma classique chinois. Donc, alors, moi, j'avais pensé que aurait été très intéressant de t'avoir à Bologne pour, d'une part parce que c'est plutôt rare voir de producteurs du cinéma contemporain qui vient au Cinema Ritrovato et qui vient, oui, pour faire quelques rencontres, mais surtout pour voir des films. Et donc, je t'ai regardé l'année passée, passer d'une salle à l'autre et suivre certaines rétrospectives et choisir dans le programme, comme tout le spectateur de Ritrovato doit faire, choisir quoi voir et faire leur propre programmation. Donc, c'est évident que tu as une cinéphilie et que tu sais choisir dans le programme. Donc, je commencerai avec la question classique. Est-ce que tu as souvenir du premier film que tu as vu, ou est-ce que tu as souvenir de films qui ont vraiment marqué ton regard et ta cinéphilie?
J'ai souvenir du premier film que j'ai vu 5 fois en une semaine. C'était Apocalypse Now, que Wow. j'ai vu lors de sa sortie. C'est peut-être le premier grand moment de cinéphilie. Il y avait, je crois que j'ai commencé à être très cinéphile au début de l'adolescence, mais je ne me souviens plus de l'année de Apocalypse Now, mais à partir de ce moment, j'ai revu, je ne sais pas, certains films de Herzog par exemple. Ouais. Et la- 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 par exemple, dans les programmes de cette année du cinéma ritrovato, quelles sont les choses, les rétrospectives qui plus t'intéressent? Euh, En fait, le film que j'avais le plus envie de voir passe maintenant. C'est La maman et la putain. Euh, je je n'ai pas, je t'avoue que je suis arrivé, je n'ai pas encore décidé des films que je verrai les prochains jours. Ouais. Et, et, et comment c'est possible? Parce que le travail dans la filière du cinéma est euh, chacun fait son travail au fond. C'est assez. C'est pas normal qu'un metteur en scène ait une salle, par exemple, comme c'est le cas de Nanni Moretti à Rome. Et c'est pas normal qu'un producteur soit curateur d'un festival, de la programmation d'un festival. Donc, euh, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce travail? Je pense qu'il y a deux histoires. La première histoire, c'est l'histoire de Sarajevo. Je suis allé à Sarajevo quelques semaines après les accords de Dayton, suite à un déjeuner que j'avais avec Milcho Maciejewski, qui revenait de Sarajevo. Et je voulais, c'était après Before the Rain, et je voulais parler de son prochain projet, mais on a passé tout le déjeuner à parler du festival de Sarajevo, euh, qui était un festival de résistance qui a été créé par Miro Pourivatra, avec l'aide de Marco Müller d'ailleurs, qui était à l'époque directeur de Locarno. L'idée était de faire un festival d'été à Sarajevo qui finalement a eu lieu en décembre à cause de toutes les difficultés logistiques. Et à ce premier festival, il y avait Milcho Maciejewski, Léos Carax, Marco Müller et quelques autres invités. Les 2 ou 3 jours que j'ai passé à Sarajevo ont rendu impossible de dire non. C'était vraiment très émouvant. C'est une ville. Mon premier soir à Sarajevo, il y avait un vernissage. Et à ce vernissage, il n'y avait que 3 hommes qui n'étaient pas en uniforme. Donc c'était le Miro Pourivatra, moi et l'artiste. Tous les autres, y compris des artistes, étaient en uniforme. Ce qui en soi n'est pas forcément réjouissant de voir des hommes en uniforme, mais de voir des intellectuels qui ont réussi à défendre leur ville était très émouvant. Donc ça, c'est une. Donc, en fait, ma décision était basée sur cette expérience très forte. Ensuite, je me suis découvert un plaisir de découvrir. C'est dans le travail de programmation, il y a malheureusement beaucoup de films qui ne sont pas très bons, mais c'est un vrai plaisir de trouver une perle, de trouver plus que de trouver une perle, de trouver un talent. Donc peut-être que j'ai toujours eu ce plaisir, mais ces années de programmation de Sarajevo, je pense que c'était une quinzaine d'années,
m'ont fait voir des milliers de films, qu'en général, j'accumulais pendant l'année tous les DVD qui m'étaient donnés dans les festivals atterrissaient dans un gros carton que je visionnais une fois par an. Et c'est dans un carton comme ça que j'ai trouvé Ruben Östlund et Cornel Mundruczó, au milieu de plein d'autres films. Alors là, la grande question, c'est comment choisir, comment voir, parce que la chose qui est très étonnante de ton activité, c'est que tu as produit assez peu. Tu as un rythme un film, un peu plus d'un film par an. Et les nombres de films importants et de metteurs en scène de valeur découverts, c'est vraiment impressionnant. Donc, évidemment, il y a une méthode, d'une part, il y a un regard, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais est-ce que un peu tu peux nous raconter ton méthode? Ma méthode consiste déjà à ne pas lire de scénario, ou de ne pas lire de scénario avant qu'il y ait un intérêt pour une collaboration avec un réalisateur. Je pense que c'est quelque chose qui est complètement intuitif, mais il y a certainement des points communs qui sont entre mes réalisateurs, qui sont déjà un très fort sens de l'image. Je pense que ce qui est également le cas des réalisateurs avec qui je travaille, c'est que ils sont, je pense, des artistes qui ne peuvent pas faire autrement. Donc il y a un côté que je ne qualifierais pas de compulsif, mais ce ne sont pas des gens qui font un business. Je pense, des gens qui se posent toujours la question de ce que le film va apporter au public. Je pense qu'il ne s'agit pas de 90 minutes de divertissement, mais de réflexion après la vision du film. Et c'est très intéressant, ça, c'est l'idée, alors, d'un côté l'image, la force de l'image, de l'autre, de ne pas lire un scénario avant d'avoir connu, j'imagine, le metteur en scène, et aussi ne pas avoir l'obsession d'un public, mais c'est plutôt une obsession personnelle, c'est plutôt l'obsession d'un auteur qui a des choses à raconter. Donc, si tu ne lis pas les scénarios, c'est évident que les premiers pas, c'est regarder regarder de courts-métrages, de œuvres premiers, de premiers pas. Mais pour regarder, il faut avoir du temps et il faut aussi avoir une certaine tranquillité, je veux dire. Il faut se concentrer sur les regards. Et est-ce que ce travail, tu le fais seul ou avec des collaborateurs? Alors en fait, j'ai de moins en moins de temps, donc j'ai de moins en moins de temps pour visionner des films, et maintenant le processus est plus organisé.
Mais j'avais je visionnais tout au début. Et peut-être pas jusqu'au bout, même certainement pas jusqu'au bout, parce que je pense que tu peux reconnaître le talent dans l'écriture cinématographique très rapidement, après quelques plans. Je pense par exemple, c'est comme ça que ma relation avec Louillet a commencé, c'était le plan d'ouverture sur la rivière. Et avec Carlos Regadas, je me souviens du plan d'ouverture de Rapone. Donc j'avais l'habitude de tout visionner. Ensuite, à Sarajevo, j'ai travaillé avec Vanja Kalujacic pendant quelques années, qui a repris la section des courts-métrages et qui visionnait avec moi. Et puis ensuite, j'ai plus eu le temps de programmer à Sarajevo. Et désormais, j'essaye d'organiser des journées de visionnage. Et donc, sur ta formation, donc, disons que comment s'est formé ton regard? Ton regard s'est formé à travers l'histoire du cinéma, à travers des intérêts, à travers des obsessions, à travers d'autres amis, critiques. Comment tu as formé ton regard? Je ne pourrais pas te l'expliquer. Je ne viens pas du tout d'un milieu culturel. Donc sans doute en regardant des films. Mais c'est très difficile de dire d'où vient le goût si ça ne vient pas de la culture. Mais je veux dire, tu as suivi la programmation d'une certaine salle ou à la télévision comment tu as découvert les films que tu aimais dans l'histoire du cinéma? Le début de mon adolescence était en 1975. Donc c'était des années de cinéma extraordinaires. J'ai grandi à Strasbourg, et à Strasbourg, qui est une ville de 350 000 habitants, il y avait une dizaine de salles qui passaient des films sous-titrés, ou des films sous-titrés et art house. Donc il y avait un choix assez important, et j'allais au cinéma presque tous les jours, je pense. Et donc mon goût s'est affiné au fil du temps. Donc Herzog, par exemple, était un réalisateur qui était important. Où en fait toute la nouvelle vague allemande était importante. C'était un peu le début de la fin du cinéma italien, malheureusement. Oui, j'ai aussi découvert le cinéma soviétique à cette époque. Et donc, Strasbourg, ça veut dire que tu parles anglais et allemand et français? Non, je parle allemand, mais je parle allemand parce que j'ai déménagé à Berlin quand j'avais 22 ans. Mais non, Strasbourg est une ville qui a une histoire un peu compliquée aussi. C'est peut-être ce qui a fait que je me suis intéressé à Sarajevo. Et dans les générations précédentes, la majorité des Strasbourgeois étaient bilingues ou trilingues. Et dans ma génération, personne ne parle allemand. Wow. Maintenant, dans les générations suivantes, l'allemand est redevenu une langue de communication. Il y a un collège, un lycée allemand. Et j'imagine que travailler avec un metteur en scène ou avec l'autre, c'est des mondes. Chaque metteur en scène est un monde, parfois très, très, très loin. Mais parmi la programmation de cette année du Festival de Cinema Ritrovato, il y a un film qui m'a beaucoup
touché qui s'appelle J'aime à la fourrière, de metteur en scène belge qui s'appelle Bonzel. Et c'est un film qu'il a fait avec sa collection de Super 8, 16, Pathé Baby. Il a une collection importante et les points de départ du film, c'est je vais vous raconter ma vie avec le film des familles des autres. Parce que plus ou moins, on a tous la même vie et plus ou moins, les films des familles racontent toujours les mêmes histoires, les mêmes moments de la vie qui sont plutôt les moments aérés de la vie. Et je trouve que c'est un film très touchant de raconter sa vie avec les images des autres. Et donc l'idée du film, c'est au fond qu'on est un peu tous les mêmes. Et donc je me demande si, quand tu parles avec un metteur en scène plutôt qu'un autre notaire, l'effet de connaître certains classiques du cinéma peut t'aider à trouver des solutions ou si ça t'est arrivé. Oui, évidemment les classiques sont des références qui peuvent être très utiles pendant le développement du scénario, par exemple. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais c'est quelque chose. Oui, c'est un sujet fréquent. Là, je travaille en ce moment avec Zapruder, je crois que je t'avais dit, et j'ai fait une référence et on verra quelles seront les conséquences. Évidemment, c'est utile d'avoir une mémoire du cinéma et une connaissance des classiques. Et dans cette connaissance des classiques, est-ce qu'en général, les metteurs en scène connaissent aussi ces classiques? Donc, parler de certains classiques, c'est une langue commune? Ou c'est dans ton expérience, dans ta culture, et ça t'aide à proposer des solutions, avoir vu une scène où comment un metteur en scène d'il y a 40 ans a résolu une situation, par exemple? Oui. Alors, je pense que c'est plutôt dans des idées de structure que des idées de scène. Et je suis en train de réfléchir. Ou peut-être que c'est aussi une connaissance accumulée de centaines ou de milliers de films qui donne une intuition de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Ce qui peut être utile pendant la scénarisation. Mais je pense que les réalisateurs avec qui je travaille sont des réalisateurs qui ont une écriture très forte et qui ne s'inspirent pas beaucoup des autres. Donc, par exemple, Roy Anderson ne va pas beaucoup au cinéma et n'a pas vraiment de référence. Tout à l'heure, on pourra peut-être voir un extrait. Et je pense que, enfin, il a vu des films dans sa jeunesse dont il se souvient encore. Il aime Buñuel, Chaplin, De Sica. Mais c'est des histoires, ces scènes viennent de chez lui. Les idées de Ruben Östlund viennent également de son expérience. Pas mal de blagues qu'il y a dans Triangle of Sadness ou dans The Square ou dans Force Majeure sont des histoires qu'il a vécues ou qu'il a entendues. Y compris la scène avec le préservatif dans The Square.
Et donc je pense que, enfin, je ne vois pas de grande influence, mais c'est évidemment utile dans les conversations pour trouver des solutions. Et puis, il y a le travail que tu as fait sur le patrimoine, et notamment sur Rossellini, et peut-être tu peux nous parler sur ça, parce que effectivement, Rossellini, c'était un grand maître de l'histoire du cinéma, très cité par les histoires, par le metteur en scène, mais c'était pas vraiment possible de voir de manière correcte ces films. Et, euh, et, disons que tu as assez renouvelé le travail de mise en valeur du patrimoine en travaillant sur Rossellini. En fait, je m'intéresse au classique depuis très longtemps et je travaillais en 2009-2010 avec Luce pour la distribution. Ils avaient notamment le film de Porumboiu, Midi 8 à l'est de Bucarest. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait un catalogue extraordinaire à Cinecittà et Luce qui était en train de fusionner et que j'ai eu l'opportunité de voir, et j'étais stupéfait de voir que Rossellini n'était pas vraiment distribué, que dans le cadre de cette fusion entre Luce et Cinecittà, il y avait les plus grands films de Rossellini. Et donc j'ai proposé de m'occuper de la distribution. Et toi, tu étais en contact avec Sovena également pour la restauration. C'est assez extraordinaire que ces films soient restés dans des tiroirs, enfin, à l'exception évidemment de certaines sociétés peu recommandables qui distribuaient les films sans avoir les droits. Donc c'est comme ça qu'on a vraiment commencé. Avant, en fait, le tout premier film qui a été restauré était le film de Roy Andersson, Swedish Love Story, qui est un film de 1969. Puis j'ai fait l'acquisition des premiers films de Ulrich Seidel et ensuite Roberto Rossellini. Ce qui est bon, d'une part, c'est un plaisir de travailler avec des classiques. Comme je te l'ai dit, c'est un plaisir pour moi d'être à Bologne et justement de ne faire presque rien d'autre que d'aller au cinéma. Et il s'est révélé que c'est aussi très intéressant pour notre société parce que on a un catalogue art house, donc c'est les mêmes distributeurs, et les films que j'ai produits sont en train de devenir des classiques. Donc qu'on restaure et qui ont une deuxième, troisième fenêtre d'exploitation. Donc, par exemple, je ne sais pas, les films de Roy Andersson, il y a certains qu'on vend pour la 4e fois dans le même territoire. Et les films ressortent en salle. Donc c'est très cohérent en fait avec le reste de nos activités. Et donc, tu as produit à peu près une quarantaine de films, et combien de films de répertoire tu as aussi de films non récents, disons. De films non récents, pour l'instant, pas beaucoup, mais je travaille aux acquisitions et oui, j'ai une liste de souhaits, mais les choses avancent très lentement dans ce domaine, comme tu le sais. Bien sûr, oui, c'est vrai. Et alors, vu ton travail avec les salles Art House, les distributeurs internationaux, cette année, c'est une année dans laquelle
je dois te dire, quand on a décidé d'appeler ce festival Cinéma Ritrovato, Cinéma Retrouvé, on a beaucoup aimé ces mots parce que dès le départ, ça pouvait dire plusieurs choses. Et c'est un titre un peu ambigu, riche. Mais cette année, Cinéma Ritrovato, je pense pour tout le monde, en tout cas pour moi, c'est retrouver le plaisir d'aller dans les salles. Et selon les pays, la situation est assez différente. Pour l'Italie, c'est la catastrophe. On a perdu les 60% du public du 19. Et déjà, l'Italie avait la moitié du public, moins que la moitié du public français. Donc, on est devant les catastrophes et les risques que la prochaine saison soit essentielle pour établir si les salles de cinéma peuvent continuer à vivre ou pas. Donc, le Festival de Cannes était très important. Tous les festivals, je crois, sont maintenant essentiels comme liés d'affirmation qu'il y a un futur pour les salles. Et les films que tu as produits sont vraiment des films qui, on dirait, sont nés pour les salles, sont nés pour un public des salles. Donc, comment tu vois la situation et de ton point de vue au niveau global, parce que tu as une vitrine, tu as une dimension internationale importante, et comment est-ce que, vu que tu es tellement bien à choisir les bons metteurs en scène, peut-être tu as une capacité prophétique et tu peux nous dire qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années. Je pense que une chose qui est capitale, c'est ce qui va se passer cet hiver, c'est-à-dire s'il y a une nouvelle vague de Covid ou pas. Jusqu'à 2019, pour nous, les choses étaient bien. Et d'ailleurs, pour nous, elles sont restées bien, puisqu'on a eu des succès cette année. Je prends comme exemple Roy Anderson, qui a la particularité de faire des films qui sont assez proches les uns des autres, en termes de budget, aussi parce que les films ne sont pas narratifs et il n'y a pas d'acteurs dans les films. Donc on peut vraiment imaginer que chacun de ces films aurait un public plus ou moins identique. Et donc, c'est des films qui ne sont pas commerciaux. Donc, Songs from the Second Floor a fait 200 000 entrées Europe, You the Living 300 000 entrées et A Pigeon Set on a Branch 400 000 entrées. Et malheureusement, About Endlessness était pendant le Covid. Mais ça, c'est assez intéressant comme exemple. Et je pourrais dire la même chose de beaucoup de mes réalisateurs, c'est qu'il y a, enfin, je ne vois pas vraiment le public art house diminuer, en tout cas avec nos films. Parce que, par exemple, Roy Anderson est un réalisateur qu'on veut voir en salle. Je pense que ça s'applique aussi, enfin c'est la même chose pour Ulrich Seidel, même Triangle of Sadness, qui est un film commercial en comparaison des autres, est un film qui donne beaucoup plus de plaisir quand on le voit en salle que quand on le voit sur un moniteur. Maintenant, donc je pense que qu'il y a un public, il y a une grande majorité de gens qui vont au cinéma pour se divertir, et il y a une petite minorité qui vont au cinéma pour gagner quelque chose, une expérience, une réflexion.
Et ce petit public est complètement stable, je pense. Maintenant, le Covid a rendu les personnes un peu plus âgées, plus réticents à aller au cinéma. Et il faut voir comment cet aspect va évoluer. Oui, bon, il y a d'autres aspects. Je pense que dans l'évolution du marché, j'ai vérifié les statistiques de films et j'ai pu trouver les entrées de Rambo de 1982 et de Fitzcarraldo de Werner Herzog. Ces deux films, j'ai trouvé les nombres d'entrées en Suède, et c'était 56 000 pour Fitzcarraldo et 520 pour Rambo. Et je prends ces deux films parce que il y a longtemps, j'avais déjeuné avec le directeur du laboratoire où nous avions nos films, qui me disait qu'en 1982, il avait tiré les copies de ces deux films. Et ce qui était vraiment étonnant était que Fitzcarraldo et Rambo avaient 50 copies. Et que ces 50 copies étaient en circulation pendant une année entière. Donc avec un résultat qui était quand même 10 fois pour l'un et 1 fois pour l'autre. Mais il y avait une circulation qui permettait aux bouches à oreille de s'établir. Et ça, c'est un changement structurel qui est lié peut-être à la vacuité du cinéma hollywoodien, qui a remplacé le contenu par la publicité, et qui ont donc multiplié les copies et tout le marketing qui va avec, à défaut de se renouveler. Ce qui a réduit le temps que les autres films peuvent passer dans les salles. Et sinon, en parallèle, je crois qu'il est établi que le cycle de vie des produits culturels se raccourcit. C'est-à-dire que c'est pas seulement pour le cinéma, je crois que c'est la même chose pour l'édition, la musique. Si Fitzcarraldo était en salle pendant 1 an et que maintenant il serait en salle pendant 6 semaines, c'est la même chose dans tous les domaines. Et ça a encore accéléré avec la digitalisation. Il y a une étude qui a été faite par l'université danoise qui montre que les cycles se raccourcissent de plus en plus, ainsi que la mémoire qu'on a des produits culturels. Ça c'est malheureusement quelque chose qui ne va pas changer ou qui ne va pas s'améliorer. Et peut-être que le cinéma classique est une manière d'aborder les choses sous un autre angle. Je crois que un plaisir d'être à Bologne est que je peux presque aller voir n'importe quel film. Et les chances sont bonnes que ce sera un bon film. Ce qui est plus compliqué si on va au cinéma dans le multiplex à côté. Et donc une question qui est intéressante, c'est pour l'avenir, quels sont les modes d'exploitation du cinéma classique, qui encore une fois a le même public que le cinéma art house, qui pour l'instant n'a pas vraiment de place dans le monde digital, mais je suis sûr que le public est là. Donc tu restes optimiste, tu penses que les salles vont résister?
Je pense que cet hiver est vraiment crucial. Et ça dépend des pays. Il y a des pays qui ont beaucoup aidé toute l'industrie et d'autres non. Ouais. Si on a un bon hiver, je pense que oui. Mais tu es d'accord que la disparition des salles, s'il y a une partie importante des salles dans des pays importants qui disparaissent, ça va avoir des conséquences importantes sur la production aussi, et non seulement sur l'exploitation, mais aussi sur la distribution, mais aussi sur la production. Oui, et sur la création. Et donc sur la création. Ouais. Donc disons que sur le prochain hiver se joue un match très important. En général, oui. Maintenant, je pense que avec les réalisateurs avec qui je travaille, même si les salles fermaient pour moitié, ils ne commenceraient pas à faire de mauvais films, pour autant. Je crois que Ruben a été très courtisé par des sociétés américaines et je ne pense pas, je n'imagine pas l'un des réalisateurs avec qui je travaille faire une série pour Netflix. Oui, parce que c'était la dernière question. Est-ce que parmi tes réalisateurs, il y en a quelqu'un qui travaille pour les grandes plateformes? Non. Philippe Bobert. Merci Philippe, merci. À toi.